Être là pour écouter un colloque sur les épreuves combinées avec, je pense, l'un des plus grands entraîneurs qu'on ait eu en France sur les épreuves combinées, Jean-Yves Cauchant. Je ne vais pas vous le présenter parce que je crois que vous le connaissez tous, hein, au minimum à travers les médias. D'autres le connaissent plus personnellement. Je voudrais aussi remercier Rémi Magro qui est là au fond, parce que... tu peux venir devant, hein, Rémi. Parce que si Jean-Yves est là aujourd'hui, c'est grâce à Rémi. Hein, c'est lui qui m'a dit pourquoi on ne ferait pas ça. Voilà, donc on a pris l'opportunité de faire venir Jean-Yves et de vous convier à partager cette journée avec nous. La dernière fois qu'on a fait une journée ensemble, je crois qu'on s'était régalé. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'aura pas plus mauvaise météo que la dernière fois. donc ça devrait aller. Voilà. Jean-Yves, je te remercie. C'est très gentil d'être venu avec nous. On va passer une journée et demie ensemble là, et puis je suis sûr qu'on va se régaler. Et puis les questions, je pense, sont ouvertes. Il faut qu'on en profite tous pour échanger, pour comprendre, pour avoir l'avis de quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui peut certainement nous amener beaucoup. Je te laisse la scène. Merci. Merci de votre accueil. Bonjour à tous et à toutes. Même si certains me connaissent, je vais faire une toute petite présentation vite fait. En tant qu'athlète, j'étais plutôt perchiste que décathlonien. C'est plutôt les athlètes qui m'ont amené au décathlon, les athlètes que j'ai entraînés après. De formation, je suis professeur d'éducation physique au départ, et ça a de l'importance, parce que je me suis toujours plus considéré comme un éducateur que comme un entraîneur. D'ailleurs, pour supporter des gens comme Rémi, il faut être plus éducateur qu'entraîneur. Voilà, donc j'ai eu le CAPES en 1976, j'ai enseigné, puis ensuite j'ai vite migré dans le monde de la fédération. J'ai été conseiller technique départemental en Côte d'Or pendant 5 ans, ensuite conseiller technique régional de la Bourgogne pendant 5 ans. En 87, je suis descendu à Montpellier, parce que j'avais l'opportunité de venir au soleil. J'ai essayé un an d'être cadre technique de la région Languedoc-Roussillon. J'ai vite vu que c'était pas possible, donc j'ai créé le premier pôle spécialisé d'épreuves combinées à Montpellier. J'étais donc directeur technique du pôle et entraîneur à Montpellier pendant 5 ans. Et en 99, j'ai eu l'opportunité de prendre le poste d'entraîneur national d'épreuves combinées pour succéder à Claude Monod, qui m'avait laissé l'initiative des jeunes pendant 4-5 ans, juste avant. Et depuis, donc, j'ai été jusqu'à il y a 2 ans, entraîneur national. Enfin, ça ne s'appelait plus comme ça à la fin, ça a changé 4 fois. C'était coordonnateur, c'était manager, c'était référent, c'était je sais quoi. Toujours est-il qu'au ministère, c'est entraîneur national. Et puis les 2 dernières années, je devais partir en retraite, et en fait, comme ça a changé de président, j'étais un petit peu dans le coup, et que ça a changé de DTN, et là j'étais beaucoup dans le coup du nouveau DTN. Ce dernier m'a demandé de rester avec lui pendant 2 ans, donc pendant les 2 dernières années, jusqu'au mois d'octobre, j'étais DTN adjoint, chargé des équipes de France, du haut niveau, de l'accession au haut niveau. Voilà. En tant qu'entraîneur, 2-3 petits résultats quand même intéressants, mais c'est pas ça qui vous intéresse, c'est ce que j'ai pu ramasser comme information pendant 40 ans d'entraînement. Parce que ça fait, oui, 45 ans maintenant que j'entraîne. J'ai commencé bien avant d'être prof de gym. Ce que j'essaye d'amener dans ce genre d'informations, de colloques, c'est ma vision du décathlon pour, en gros, que l'entraîneur et l'athlète qui s'engagent dans la voie des épreuves combinées ne se disent pas « je dois être spécialiste du 100 mètres, puis après spécialiste de la longueur, puis après spécialiste du poids, etc. » mais qu'on considère le décathlon comme une épreuve et qu'on s'entraîne à une épreuve, le décathlon, qui comprend plusieurs épisodes. C'est un film en plusieurs épisodes. Donc, ma manière de le présenter amène ensuite des réflexions sur le contenu de l'entraînement, tant au niveau technique qu'au niveau physiologique et bien sûr au niveau psychologique. Donc, rapidement, ma manière d'expliquer clairement, puis vraiment simplement les choses, je crois que c'est ça qu'il faut rechercher, c'est la simplicité. Si je décortique, on va prendre le décathlon, on pourrait prendre l'heptathlon, on fera des petites différences, mais excusez-moi les demoiselles, j'aurais aimé que le décathlon féminin d'ailleurs soit l'épreuve officielle. Ça a failli, il y a un record du monde du décathlon, d'ailleurs c'est une Française qui l'a établi en premier,
Marie Colombier, mais il n'y aura jamais d'épreuve, enfin, du moins pour l'instant, de décathlon international. Donc, on parle du décathlon. Si je décortique les épreuves, 100 mètres, longueur, poids, hauteur, 400 pour la première journée, 110, disque, perche, javelot et 1500. Et puis dans toutes ces épreuves, j'essaye de ressortir les qualités physiques qui émergent de chaque épreuve. Si je prends le 100 mètres, tout le monde va me dire vitesse, explosivité, technique. Voilà. Je simplifie. Longueur, on va me redire peut-être explosivité, vitesse, et bien sûr technique. Poids, peut-être la première des qualités qu'on va pouvoir ressortir, c'est la force. Explosivité, technique. Hauteur, ça va être explosivité, vitesse peut-être en deux, et puis bien sûr technique. La technique, on va la retrouver tout le temps, y compris pour le 400 et le 1500. 400, on va me dire résistance, enfin j'emploie des termes qu'on trouve dans les bouquins, on va me dire lactique, on va me dire puissance anaérobie, je ne sais quoi, on s'en fout. Moi j'intitule ça vitesse prolongée. Et ça a de l'importance même au niveau psychologique. 110, on va me dire vitesse, technique parce qu'il faut savoir franchir les haies, etc. On va peut-être me dire explosivité, force, résistance de force, parce qu'on retombe d'une haie, d'une suspension, donc il faut être fort pour résister à la réception, etc., etc. Disque, on va me redire force, explosivité, technique, perche, ça sera peut-être en 1 technique, parce que ça ne s'invente pas, c'est pas un saut naturel, c'est peut-être technique, les qualités gymniques, coordination, etc. Et puis peut-être aussi vitesse et force pour plier des gaules de plus en plus grosses. Voilà. Et puis javelot, ça sera peut-être force, explosivité, vitesse, coordination. Et le 1500, ça sera endurance, résistance, aérobie. Voilà. Donc si je prends toutes ces qualités fondamentales de l'entraînement, en simplifiant, on pourrait dire qu'il y a à développer la vitesse prolongée, le secteur aérobie, le secteur force, et puis au milieu de tout ça, quand je mets technique, moi il y a une qualité qui ressort et dont on ne parle pratiquement jamais dans les manuels ou dans les formations, c'est la coordination. La coordination, les habiletés motrices. Et ça, y compris, je disais, pour le 400 et le 1500. On ne court pas de la même façon, un 100 mètres, un 400 et un 1500. Donc c'est une habileté motrice particulière. Et toutes les techniques, on verra après comment on peut simplifier, mais c'est de la coordination motrice. Donc, vitesse prolongée, aérobie, force. Alors si on se met à dire il faut que je travaille la vitesse comme un sprinter, il faut que je travaille la vitesse prolongée comme un coureur de 400, il faut que je travaille mon aérobie comme un coureur de 800 pour les filles ou un coureur de 1500 pour les garçons, etc., etc. Là je m'y perds, je sens que j'ai pas le temps, donc je vais faire des choix, je vais faire des impasses. L'entraîneur va me dire bah non, va plutôt de ce côté-là. Non, pour moi, si on sait comment ça se passe à peu près à l'intérieur du corps, à savoir que quand on fait une séance de vitesse, la séance classique du sprinter, 3x30, 4x40, 2x60, je sais rien, voilà, on épuise le réservoir vitesse, si on veut parler scientifique, créatine phosphate. On épuise ce réservoir-là. Pour récupérer de ce réservoir de vitesse, on se sert du réservoir glycolytique, de ce qui permet d'aller vite plus longtemps. C'est ça que je parle de vitesse prolongée. Quand je fais 3 x 150 avec X minutes de récupération, ben, j'épuise mon système glycolytique. D'accord, c'est le but du jeu de l'entraînement, c'est épuiser pour récupérer. Pour récupérer de ce système-là, c'est le système aérobie dont on se sert. Donc si je veux éliminer l'acide lactique produit par ma séance de vitesse prolongée, il faut que j'ai un réservoir aérobie qui me permette de le faire. D'accord ? Et puis pour rentabiliser tout ça
pour rentabiliser tous ces systèmes-là, c'est la force qui permet de le faire. Et ça, il faut bien se le mettre dans la tête, les athlètes comme les entraîneurs, et surtout les filles qui sont plutôt réticentes au développement de la force. Quand je suis dans des starting blocks pour démarrer le 100 mètres, ce qui me permet de démarrer le plus fort possible, ben, c'est ma force. Quand je disais tout à l'heure, à la réception des haies, ce qui me permet de ne pas m'écraser à la réception des haies, c'est la force. Quand je suis au bout de mon 1500 et puis que j'ai l'impression que la piste elle monte, ben, ce qui me permet de ne pas descendre d'un étage, c'est ma résistance ou mon endurance de force. Ce qui me permet de pousser un poids de 7 kg et 4 kg chez les filles, bon, c'est moins important, mais poids de 7 kg, il faut une certaine force pour le déplacer et le projeter. Donc partout, la force, elle intervient. Il suffit après de décortiquer dans quel registre musculaire et comment la développer. Et puis au milieu de tout ça, ce qui permet de rentabiliser tous les ingrédients de l'entraînement, c'est la coordination. Et c'est peut-être la qualité principale du décathlonien. D'ailleurs, l'exemple type de la coordination à outrance, comme par hasard, c'est Kevin Mayer, recordman du monde. Ça, on en parlait ce matin, ou hier soir, je ne sais plus, avec tout ce qu'on a bu chez nous. Donc, Kevin, quand il était cadet, c'était pas un gars rapide, c'était pas un gars endurant, c'était pas un gars fort, ça sautait pas aux yeux. Par contre, coordination motrice, moi je l'ai vu avant qu'il arrive à Montpellier sur des skis avec une raquette de tennis ou en natation, il savait tout faire déjà. Donc il a en lui une coordination motrice, je dirais un petit peu intrinsèque, puis un petit peu développée par son enfance, ses parents, mère prof de gym, papa moniteur de ski l'hiver et natation l'été, enfin voilà, il a été baigné là-dedans. Si je prends Romain, à un autre niveau, Romain, lui, il a été élevé par son père qui lui mettait des boîtes de conserve dans le couloir pour qu'il fasse des haies. Donc les coordinations motrices, il a baigné dedans tout petit. Par contre, il n'avait pas les qualités de coordination d'explosivité de Romain. Mais on y est arrivé quand même. Donc ce qui permet de rentabiliser et puis de considérer le décathlon comme une épreuve, c'est ça, c'est cette vision de l'entraînement où chaque partie à développer, chaque ingrédient à développer est dépendant de l'autre. Vous voyez le truc? Et au milieu de tout ça, les coordinations motrices. Alors, j'enfonce un peu le clou. Quand je parle de vitesse, bien sûr, c'est la vitesse du 100 mètres, de la longueur, enfin, voilà. Mais c'est la vitesse que tout le monde imagine, de déplacement. Je vaux 11 secondes au 100 mètres, voilà, j'ai une vitesse, mais c'est aussi toutes les courses d'élan. Et je dis bien toutes les courses d'élan. La course d'élan de la longueur, la course d'élan de la hauteur, la course d'élan même du javelot. Dans toutes les courses d'élan, on a besoin et on crée de la vitesse. C'est la vitesse d'éjection, la vitesse de bras pour le poids, pour le disque, pour le javelot. C'est la vitesse de renverser à la perche. C'est toutes ces vitesses-là, y compris la vitesse de concentration. Et je reviens à ce que j'ai dit tout le début, il n'y a pas que les qualités physiques à développer d'entrée chez des gamins, c'est la vitesse de concentration. Et ça, c'est une des particularités aussi de notre sport, oui, les profs combinés, c'est le plus important. C'est de passer rapidement de coureur à sauteur, de sauteur à lanceur, et oublier ce qu'on a fait avant pour se concentrer sur ce qu'on va faire après. C'est propre de notre épreuve. Donc la vitesse de concentration, vraiment importante à développer. Et puis, la dernière, il y a peut-être d'autres, vous allez peut-être m'en trouver d'ailleurs, c'est la vitesse de récupération. Pour les mêmes raisons. Un décathlon, ça dure 2 jours, et plus on monte dans le niveau de pratique, plus le décathlon dure. Quand on regarde les horaires d'un décathlon départemental ou d'un meeting de Talence, c'est midi, 18h, on va dire, le samedi, et puis 10h, 17h le dimanche. Un décathlon mondial ou olympique, j'ai déjà vu 8h du matin, 11h du soir. Et le lendemain matin, 8h, 11h. Et entre les deux, il faut rentrer, récupérer, manger, prendre le bus, etc., etc. Donc des fois, avec Romain, surtout avec Romain, maintenant ça s'arrange un peu,
mais ça a fait 2 heures de sommeil. Et quand sommeil, quand tu comptes pas tes points la nuit. Voilà. Donc l'aspect vitesse de récupération, c'est énorme. Plus ça va, plus c'est énorme. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer très jeune à travailler là-dessus. Et travailler sur la concentration, travailler sur la récup, il ne faut pas attendre junior, senior, c'est dès le départ. Si on prend la vitesse prolongée, alors les derniers mètres d'un 100 mètres, si on sait un peu comment ça fonctionne à l'intérieur, au bout de 6-7 secondes, vous avez épuisé votre système. Donc déjà, les derniers mètres d'un 100 mètres, c'est de la vitesse prolongée. À plus forte raison, le 400 ou le 200 défi, c'est de la vitesse prolongée. D'accord? Mais le 110 mètres haies, les dernières haies, c'est de la vitesse prolongée déjà en temps normal. Mais dans un décathlon, quand vous avez déjà 5 épreuves, et puis la nuit courte, etc., ben, même les premières, c'est déjà de la vitesse prolongée. Le concours de perche, qui dure des fois 2 heures, 3 heures, 4 heures, les derniers sauts à la perche, voire les premiers pour certains, il ne faut pas la caisse, et il y en a qui ont eu chaud aux fesses il n'y a pas longtemps, le saut à la perche, c'était de la vitesse dans les courses élans, mais ça devient dans le décathlon de la vitesse prolongée. D'accord? Et les courses élans de javelot aussi. Donc la vitesse prolongée, elle intervient partout. L'aérobie, alors on aurait tendance à dire que ça n'intervient que dans le 1500. Puis encore, le problème, c'est qu'il y a 2 problèmes. Il y a le fait que les athlètes qui nous arrivent en épreuve combinée, rarement ils viennent du demi-fond. J'en connais pas beaucoup. Il y a eu Jamel Bourbada, que j'ai connu moi en 40 ans, qui venait un peu du cross, mais c'est tout. Tout le reste, ça vient du sprint, des sauts ou de multiformes. Donc déjà là, il faut envisager le système aérobie différemment du coureur de demi-fond. Et puis, le système aérobie, ben justement, pour récupérer, je vous l'ai dit tout à l'heure, et pour faire en sorte que la vitesse prolongée, elle intervienne le plus tard possible, ou qu'on récupère de tous ces efforts, c'est le système aérobie. D'ailleurs, à la fin d'un décathlon, nous, je me suis permis à une époque de faire des tests physio avec des athlètes. C'était biopsie, c'était prise de lactate, etc. On s'aperçoit que finalement, de l'acide lactique, il n'y en a pas beaucoup à la fin d'un décathlon. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. La fatigue, dans des cas, c'est pas le lactique. C'est plutôt ce qu'on appelle les CPK, les créatines phosphokinases, c'est-à-dire on a détruit des cellules. On a détruit des cellules par les impulsions, par le nombre, la répétition des impulsions. On a détruit des cellules, donc il faut en refabriquer. Et puis on est fatigué aussi nerveusement, plus que lactiquement. Donc la récupération des décathlons, je vais loin dans la logique, c'est pas de faire du footing. Contrairement à ce qu'on a toujours inculqué. Puisque avec le footing, on va refaire des impulsions, on va refabriquer des CPK. Donc la récup d'un DK, c'est plutôt dans le domaine de la force qu'il faut la trouver. On pourra en discuter après. Mais pour récupérer de l'ensemble du décathlon et pour récupérer de l'ensemble des séances d'entraînement pour préparer le décathlon, c'est la réserve aérobie, c'est la caisse, la condition physique qui permet de le faire. Et ça, il faut bien le comprendre pour faire accepter aux athlètes de faire plus que la normale. Petite anecdote, sur Montpellier, il y a Bruno Gagère qui vient d'arriver. Bruno Gagère, vous connaissez, c'était l'entraîneur de Pierre-Ambroise Boss. Et il s'investit un peu sur les séances de course des athlètes, et surtout des filles. Et il a dans la tête, lui, l'entraînement des filles du 800. Et puis il a réussi, il a eu plein de filles autour de 2 minutes et moins, donc il connaît le 800. Mais il ne connaît pas, enfin maintenant il commence à écouter, mais il ne connaît pas le 800 de l'heptathlon. C'est-à-dire que quand il a des références de séances de course, ben il me dit ça vaut autant. Ben je lui dis non, ça vaut 4, 5, 6 secondes de plus que ce que tu prévois. Parce que c'est en état de fatigue. Et pour supporter, pour s'entraîner à supporter cet état de fatigue, ben il faut une grosse capacité aérobie. Par contre, il faut trouver des moyens, des subterfuges pour ne pas le faire comme des coureurs de demi-fond.
courir bêtement autour d'un stade de décathlonien, il n'aime pas, il ne supporte pas, donc il faut trouver d'autres moyens. Et il y en a. On verra ça tout à l'heure pour ceux qui veulent le faire. Ça suscite des petites questions peut-être? Alors, ou c'est trop clair, ou c'est trop foncé. Non, pour moi, c'est vraiment le fondamental. Et pour illustrer ça, et c'est valable aussi pour d'autres disciplines, pour moi, l'entraînement, vous connaissez le numéro de cirque avec les assiettes, des assiettes qui tournent autour d'un bâton qu'on secoue. Quand un gamin il arrive à faire de l'athlète, il veut faire de la technique, il veut faire de l'athlétisme, il ne vient pas pour faire des abdos et des tours de stade. Donc s'il vient pour faire de la perche, ben on va faire tout de suite de la technique perche, donc on va secouer l'assiette, technique perche. Et puis, s'il veut continuer à progresser, ben on va lui prouver que pour prendre des grosses perches, il va falloir qu'il arrive plus vite. Donc on va secouer l'assiette vitesse. S'il veut prendre encore de plus grosses perches, il faut lui prouver qu'il faut qu'il développe sa force musculaire. Donc on va secouer l'assiette force. Et ainsi de suite. S'il vient pour faire des épreuves combinées, la première des choses à faire, et là on tombe dans la programmation de carrière, c'est de secouer toutes les assiettes techniques. Avec là aussi des subterfuges dont on parlera après. Mais on secoue les assiettes techniques. Et puis pour progresser, ben on va aller secouer les assiettes vitesse prolongée, aérobie et force. Et le but du jeu, c'est que pour que le numéro de cirque des assiettes il soit réussi, c'est que quand on secoue une assiette, on n'oublie pas d'aller secouer la première, parce qu'elle tombe, et le numéro il est pourri. Et le but du jeu, c'est de faire monter le niveau de toutes les assiettes. Dans un premier temps, c'est d'en mettre le plus possible, c'est ça la progression. C'est le nombre d'entraînements, le nombre de séquences d'entraînement, voilà, on en secoue le plus possible en n'oubliant pas, parce qu'on arrive justement à des cancers du javelot, à des choses comme ça qu'on peut plus remédier. Et ensuite, c'est faire monter tout ce niveau-là pour continuer à progresser. Voilà mon image de l'entraînement en général, adaptée encore plus au décathlon, aux épreuves combinées, puisqu'on n'a pas le temps de tout faire, mais il faut penser à ça. Dès qu'on oublie de secouer, de développer une qualité, elle tombe. Deuxième chose à ce niveau-là, c'est que plus on met de temps pour développer quoi que ce soit, il y a une courbe que j'aime bien, plus on met si ça c'est l'intensité ou la valeur, etc., et si ça c'est le temps, plus je mets de temps pour développer quelque chose, plus ça dure longtemps derrière. Donc si j'arrive à une valeur X, et c'est valable pour plein de choses, c'est valable pour l'échauffement, c'est valable pour la technique, c'est valable pour les qualités physiques, plus je mets de temps pour développer une qualité, plus elle va durer longtemps derrière. Plus je mets de temps pour m'échauffer, et ça c'est important pour le décathlon, plus je mets de temps pour m'échauffer, plus ça va durer, cette valeur d'échauffement va durer derrière. C'est pas mathématique, c'est pas physiologique, on ne trouvera pas ça dans les bouquins, mais pour moi c'est logique, puis je le vérifie sur le terrain. Je peux arriver à une valeur X proche du maximum en m'échauffant très peu. Il y en a plein qui font ça, que j'ai vu faire ça. Sauf que ça redescend très vite derrière. Et si je veux tenir tout mon décathlon, ça pose un petit problème. Et puis, c'est valable aussi dans la carrière. Plus j'ai du temps, donc plus je commence tôt, en benjamin, voire avant, à penser à tout ça, à développer tout ça, plus ça a des chances de durer, donc de pouvoir bâtir quelque chose de mieux derrière. En tenant compte aussi du fait que, là c'est les physios qui nous le disent, il y a des âges d'or, pour développer la vitesse et surtout la coordination. Plus on s'y prend tôt, mieux ça vaut. D'où l'importance de faire des épreuves combinées très tôt dans les clubs, à la place de spécialiser des athlètes, et puis d'où l'importance de développer ses qualités physiques, la vitesse, la coordination, avant les autres. L'aérobie, on pourra toujours rattraper le coup, voilà. Donc pour moi, arriver dans les clubs, puis allez, on fait des crosses, on fait des tours de stade, etc. Déjà,
je pense que c'est assez rébarbatif et on perd les athlètes. Et que deux, au niveau physiologique, au niveau avenir de l'athlète, on a tout faux. Donc, la polyvalence, la pluridisciplinarité pour développer la coordination, et puis la vitesse. Une fois qu'on a la vitesse bien développée très tôt, on peut bâtir pour arriver à de la vitesse prolongée et de la vitesse aérobie, enfin, oui, vous voyez, lapsus, vitesse aérobie. Question? Non? Pourtant, c'est pas l'heure de digestion, c'est l'après-midi. Voilà ma vision du côté physiologique de l'entraînement. Quand on a compris tout ça, on peut comprendre ce qu'on va essayer de faire sur le terrain, parce que j'espérais qu'il y ait des questions là-dessus. On peut comprendre que je ne suis pas obligé de faire des séries de 400, de 300 pour les garçons, ou de 180, ou je ne sais quoi pour les filles, pour obligatoirement développer ma vitesse prolongée. D'ailleurs, vous vous rappelez, certains se rappellent de Fernand Hurtebise. Hurtebise, ça a été pour moi un des plus grands entraîneurs de 400, 400 français. Et lui, il choquait un peu le monde en disant « Je ne fais jamais de distance au-delà de 150 mètres ». Donc Diagana était champion d'Europe, recordman d'Europe, champion du monde même, en faisant jamais plus que 150 mètres. Donc ça peut choquer. Sauf que si vous faites 3 fois dans la même séance 150 mètres avec une minute de récup, bah oui, vous faites pas de 150 mètres, mais vous avez fait 450 mètres de vitesse prolongée. Vous voyez, donc quand vous faites des côtes avec récup marché, je fais une grande côte, récup marché, je remonte, vous faites peut-être pas plus de 150 mètres, mais le résultat de la séance, c'est plus de 150 mètres. D'accord? Voilà. Simplement pour ça. Ensuite, je disais tout à l'heure que nos athlètes ne viennent pas du demi-fond, donc il faut trouver des formes de travail pour faire de l'aérobie sans en faire tout en faisant, dirait Molière. Donc, par exemple, ce qu'on va faire tout à l'heure, enchaîner. Je peux effacer, c'est bon? Quand j'enchaîne de courts efforts, anaérobie, avec de courtes pauses, mais que j'en enchaîne plein, ben je peux faire de l'aérobie. Et donc, je peux faire de l'aérobie à partir de la vitesse. Je donne un exemple. Quand vous faites des montées de genoux, talons-fesses, ce qu'on va faire tout à l'heure, des bondissements divers, des petits bondissements, et que vous faites ça sur une trentaine de mètres, et que vous revenez en marchant ou en footing. Et ça, X fois. Ben, quand je fais des montées de genoux, même sur place, ou en léger déplacement, personne peut me dire que c'est pas de la vitesse. C'est de la vitesse d'exécution. C'est pas de la vitesse de déplacement vers l'avant, mais c'est de la vitesse d'exécution. Mon pied, il déroule vite. Quand je fais des talons-fesses, même chose. Quand je fais des petites foulées bondissantes, ou des cloche-pieds, ou je ne sais quoi, on va en inventer plein tout à l'heure, c'est de la vitesse d'exécution. Je reviens en footing, j'enchaîne, je reviens en footing, j'enchaîne, et ça, 5, 6, 7, 8 fois, suivant le niveau, suivant la séance dans la saison, la programmation de la saison, etc. La séance, elle devient aérobie. Donc mon échauffement, je peux l'orienter vers de la vitesse ou vers de l'aérobie à partir d'exercices de vitesse. Donc la question qui revient souvent dans les colloques, c'est comment développer deux qualités diamétralement opposées, la vitesse et l'aérobie. Ben, c'est comme ça. Il n'y a pas une frontière nette, précise, c'est pas... voilà, il y a des beaux tableaux qui existent, vous l'avez déjà vu, avec des fourchettes de secondes, de temps à temps, c'est de la vitesse, de temps à temps, c'est de l'anaérobie puissance, puis après de l'anaérobie capacité. Ça, c'est des beaux tableaux pour comprendre, mais après, dans le corps, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Il n'y a pas de frontière. Je ne suis pas en vitesse, puis tout d'un coup, je suis en lactique. C'est très progressif, et il faut savoir manier tout ça pour arriver à ses fins. Et on peut donc faire de l'aérobie
à partir d'exercices de vitesse. Je vais plus loin. Quand vous faites... J'espère qu'il y aura des questions là-dessus, sur la muscule. Quand vous faites une séance de musculation, ben bien sûr qu'on développe la force. On va développer un type de force. La force pure, entre guillemets, la force explosive, la force... Mais si je mets plein d'exercices, bout à bout, réalisés à une certaine cadence, et puis que j'enchaîne avec un échauffement préalable où mon pouls il est à 120, 130, et que pendant une demi-heure, là, je tourne sur mes appareils avec des abdomens, des dorsaux, des bras, des jambes, ben, qu'est-ce que je fais en définitive à la fin de la séance? J'ai fait de l'endurance de force. Et de l'endurance de force qui me sert dans toutes mes fins d'épreuve, mes fins de journée, et principalement mon 1500 mètres. Et je développe cette qualité physique avec un souci technique et avec un état d'esprit de décathlonien. Vous voyez l'avantage. Donc on peut faire de l'aérobie à partir de vitesse, on peut faire de l'aérobie à partir de la force. Ça n'exclut pas de faire des séances de coureurs de demi-fond classiques. J'ai rarement vu des athlètes qui lisent un plan d'entraînement. Ah oui, chic, aujourd'hui j'ai 3 fois 500. Bon, c'est pas ce qui plaît le plus. Mais il faut le faire de temps en temps. Mais pas avec... pareil pour les séances dites lactiques. Ça ne fait pas plaisir de voir certaines séances. J'avais un athlète, Nadir El Fassi, qui a fait 8000 points, hein, qui a été champion de France. Lui, quand il lisait le plan d'entraînement, il vomissait déjà. J'exagère à peine. Donc, dès qu'on lui parlait de lactique, il s'était coincé. D'ailleurs, il a fait moins de 11 au 100, il a fait 4,0 ou 4,10 on va dire au 1500. Il a jamais fait, il a fait peut-être une fois moins de 50 au 400, ce qui n'est pas du tout normal. De même que, je peux donner des exemples de filles. Nathalie Tepp, ça vous dit quelque chose? Nathalie Tepp, 13, elle a eu leur record du monde du javelot en heptathlon avec 61 mètres et des poussières alors qu'elle n'était que cadette. Ça c'est l'anecdote. Mais c'est une fille qui faisait 13,60 sur les haies, donc rapide, qui faisait 2 minutes, je pense qu'elle a fait moins de 2,10 au 800. Et je l'ai vu en Coupe d'Europe faire 27 secondes au 200. Et ça pour moi c'est impensable. C'est pas normal, c'est pas en rapport avec tout le reste. Pourquoi? Parce que Nadir, comme elle, considérait le 400 ou le 200 comme une épreuve lactique, alors que c'est de la vitesse. Donc c'est ça qu'il faut mettre dans la tête des entraîneurs et des athlètes. C'est pour ça que j'emploie volontairement le terme vitesse prolongée. Ça induit pas des comportements de trouille sur tout ce qui est lactique, qui fait oui, ça fait mal. À 400, quand les 50 derniers mètres, on n'aime pas trop. Sauf Krochanka, mais qui est capable lui de battre son record de 4 secondes et puis de faire des flip-flaps juste derrière. Mais il n'a peut-être pas la même pharmacie. Donc c'est important tout ça, de savoir qu'on peut développer cette qualité pour le 400 et pour, je vous l'ai dit, toutes les courses élans, les fals 110, la perche, autrement que par des séances qui font très mal. Une autre anecdote, Wilfried Boulino, un autre décathlonien qui a fait 8300 et des poussières, finaliste au championnat du monde, et lui il n'a jamais fait moins de 51 au 400. Et pourtant il s'en mettait. Ben, j'ai beau lui dire non, t'en fais trop dans ce domaine-là, il a continué à se mettre des séances lactiques dans les dents, et puis il n'a pas progressé sur 400. Et pire, c'est que ces séances lactiques, ben, derrière une séance de ce type-là, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Votre entraînement, il est fini. Et même des fois, l'entraînement du lendemain, il est out parce que vous êtes fatigué de votre séance. Donc, il faut en faire, mais avec parcimonie. J'ai un schéma qui résume, enfin, il y a 2 schémas à vous présenter là-dessus, que vous retrouverez dans des bouquins, il n'y a pas de souci. Le premier, c'est l'histoire des réservoirs. Petit réservoir, grand débit, un moyen réservoir avec un plus petit débit, et puis un grand réservoir avec là un tout petit débit. Tout ça, ça arrive dans le système qui va
aux muscles, d'accord, aux muscles, ce que vous voulez. Ici, c'est le réservoir créatine phosphate, on oublie, c'est le réservoir de vitesse. Ici, c'est le réservoir de vitesse prolongée, tout ce qui est glycolytique. Et là, c'est le réservoir aérobie. D'accord? Je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, mais c'est une manière de montrer comment ça fonctionne. Donc, le réservoir de vitesse, il est tout petit, il y a un gros débit, donc il s'épuise très vite. C'est 6, 7, 8 secondes, ça dépend des individus. Celui-là, ben, il est un petit peu plus gros, il dure 20 secondes, 25 secondes, 30 secondes suivant les individus, mais le débit, il est un peu plus petit. Puis le réservoir aérobie, il dure bien plus longtemps, mais alors lui, il a un tout petit débit. Et puis tout ça, ça arrive aux muscles. Et ce qu'on oublie souvent, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est les passages de l'un à l'autre. C'est-à-dire que pour récupérer de ce réservoir-là, on se sert de celui-là. Et pour récupérer de tout ce qui est lactique, on se sert de celui-là. Donc, d'où l'importance de jamais, jamais, jamais oublier ce réservoir-là, en travaillant pour nous, décathloniens, et je pense que pour d'autres épreuves, il faut bien s'en inspirer un peu, en le travaillant autrement. Pour l'anecdote, les 2 dernières années que j'ai fait, j'ai eu la chance d'aller voir les championnats d'Europe de cross, et puis les championnats d'Europe aussi, de course, les championnats de France, pardon, de course en montagne. Je me suis régalé, c'est des ambiances particulières, mais la remarque que j'ai faite, et ça rejoint ce que je viens de vous dire, c'est que nos Français et nos Françaises ne travaillent que l'aspect cardiaque ou cardiovasculaire de l'aérobie. Au championnat d'Europe de cross l'année dernière, dès qu'il y avait une pente, ou dès qu'il y avait du sable au lieu de l'herbe, ben nos Français prenaient 1 mètre, 2 mètres dans les carreaux. Alors que physiologiquement, ils étaient aussi bons que les autres, ils couraient à peu près à la même allure, sauf que dès que ça devenait physique, un peu physique, ils prenaient du temps dans les carreaux. Même chose en course en montagne, ben en fait c'est les descendeurs qui font la différence, c'est pas les montées. J'ai appris ça, je ne savais pas. Pour moi, j'étais en côte, on chie, etc. Maintenant, c'est les descendeurs. Pourquoi? Parce que les descendeurs, ils ont une qualité explosive qui leur permet de passer d'un appui à l'autre, de résister à l'enfoncement. Donc, c'est ça qui leur permet de faire la différence. Et donc, je compare ça avec une voiture. Une voiture, il y a des pneus, des suspensions, une carrosserie et puis un conducteur. Ben, si vous faites que développer le moteur, vous mettez un moteur de Ferrari dans une 2 chevaux, ouais, elle va aller vite, mais pas longtemps. Premier virage, elle va exploser. Parce que les pneus ne suivront pas, parce que les amortisseurs ne suivront pas. Ben nous, c'est pareil. C'est exactement pareil. Si on ne prend pas le temps très jeune de développer le pied, d'où l'importance de ce qu'on va faire après, des gammes bien faites, si on ne prend pas le temps de développer les amortisseurs, le pied, ben le moteur, il ne tiendra pas longtemps. Et c'est pas rentable. Voilà. Et si on oublie qu'au-dessus de tout ça, il y a un conducteur, donc l'aspect psychologique de la chose, ben là aussi on va vers des petites erreurs. C'est bon? J'avais un deuxième schéma, je ne sais plus lequel c'est. Ça me reviendra. C'était quoi? C'était à propos de ça. Bon, ça me revient. Vous voyez le truc? Et quand je discute avec mes collègues du demi-fond, justement ce jour-là, je leur ai fait cette remarque-là. Elle dit ah ouais. Mais juste derrière, ben, on revoit des coureurs de distance qui tournent autour d'un stade, mais avec les pieds plats, avec les genoux en dedans, etc. Et pour moi, c'est une erreur. Les études qui viennent, je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a une étude qui vient de sortir sur les kangourous. Ça vous fait sourire peut-être, mais les kangourous un kangourou qui court, enfin qui saute plutôt à 30 à l'heure, il dépense plus d'énergie que quand il saute à 40. Et il y a une étude qui était sortie il y a X années sur je ne sais pas si vous vous rappelez, sur les Kenyans, où ils ont démontré que les Kenyans avaient plus de tendons d'Achille, des tendons d'Achille plus longs que l'italien, le français, enfin bon, bref. Et c'est ce qui expliquerait leur tendance à dépenser moins d'énergie à la même vitesse parce que ça rebondit plus. En rebondissant, en sollicitant notre système de rebond, on dépense moins d'énergie que notre système de pousser, amortir. D'où l'importance donc, de ce qu'on va faire, des gammes bien faites,
la technique, quoi, de ce que j'appelais tout à l'heure la coordination motrice. C'est bon? Après, là on a parlé justement de physio, bon, avec des termes, j'espère, les plus simples possibles. Maintenant, il y a la technique du 100 mètres, la technique de la longueur, la technique des lancers, etc. Si on se dit toutes les disciplines sont différentes, ben on va perdre du temps à faire du 100 mètres, à faire de la longueur, du poids, etc. Ce qu'il faut absolument faire, c'est analyser qu'est-ce qu'il y a de fondamental qui ne change pas d'une discipline à l'autre. Et pour moi, c'est le concept de l'impulsion. L'impulsion en général, c'est quoi? C'est le passage du corps sur l'appui, de l'arrière vers l'avant. Voilà. Tac, tac, et avec les bras. Il faut bien se mettre ça dans la tête qu'une impulsion de 100 mètres à vitesse constante ou pas, il y a peu de vitesse constante d'ailleurs de 100 mètres, une impulsion de longueur, voire une impulsion de javelot, c'est le même principe. Donc on a l'appui au sol, on a une compression d'un ressort pendant toute la phase qui précède la verticale, puis après le ressort il se déplie après la verticale, pour aller vers l'avant au saut en longueur, pour aller vers le haut au saut en hauteur. Donc le saut en hauteur, ben, tout ça, ça serait incliné vers là, il y aura plus d'angulation avant, puis on décollera plus vers le haut, mais pour lancer un javelot. Si sur l'ordi je l'ai, mais j'aime bien travailler à l'ancienne, j'arrive au sol, ici, je fais du saut en hauteur, encore pire avant avec le ventral, il y a plus d'angulation, mais si je me mets un javelot dans les mains, ben, le bas du corps c'est exactement le même. L'organisation du bas c'est exactement la même. Il y a une descente sur l'avant-dernier appui, il y a une descente du centre de gravité sur l'avant-dernier appui, et puis après le centre de gravité il ne fait que monter jusqu'à la fin de l'impulsion. Il y a une compression, une mise en tension de toute la chaîne d'impulsion, et puis une restitution derrière, dans le corps, quand je fais du saut ou de la course, ou dans l'engin quand je propulse un engin. Donc il n'y a rien de plus ressemblant qu'une impulsion de hauteur et une impulsion de javelot. Et c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui ont fait de très bons sauteurs en hauteur et de très bons lanceurs de javelot. Pascal Lefebvre, un exemple, toujours recordman de France du javelot, avait fait 17 en hauteur, il était champion de France la même année, hauteur et javelot, et il était décathlonien. Voilà, donc ça c'est vraiment important que l'entraîneur ait ça comme repère pour observer sur le terrain, mais que l'athlète comprenne que quand on fait de la vitesse d'une certaine manière, on fait de la vitesse qui va me servir pour le 100 mètres, pour la longueur, pour la hauteur, etc., etc. Quand je fais des bondissements, ben, je fais autant des bondissements qui vont me servir, bien sûr, pour tous les sauts, mais aussi pour les courses, voire les lancers. Et quand je fais du medicine ball, je pense qu'on fera cet après-midi peut-être, demain, quand on fait nos séances de medicine ball comme moi je les conçois, ben, les impulsions que je fais avec un medicine ball pour le projeter vers l'avant, il peut y avoir un rapport, il peut y avoir une relation directe avec mes impulsions de longueur de 100 mètres ou de 1500 mètres. Voilà, c'est ça l'état d'esprit et puis la manière de voir le décathlon dans son ensemble qui permet de ne pas oublier une qualité pour qu'elle chute et de ne pas perdre du temps à être... je ne suis pas coureur, sauteur, lanceur 10 fois de suite. Je suis décathlonien et tout ce que je fais doit être au service de ma préparation de décathlon. Je suis clair ? Voilà, c'est mon truc, c'est ma passion, c'est comme ça que j'ai essayé de développer l'entraînement sur le terrain, c'est comme ça que j'ai essayé de former, je dis bien, certains, pour développer voilà, c'est une épreuve en 10 épisodes, ou en 7 épisodes pour les filles, mais c'est cette logique-là. Alors, la différence entre filles et garçons, des proches disaient que c'était la différence entre, comprennent qui quoi. La différence entre les filles et les garçons, si on prend le décathlon, alors
presque à l'opposé de ce que j'ai dit tout à l'heure, le symbole de la préparation physique du décathlonien, ça serait peut-être le 400. Et le symbole de la préparation physique des filles, ce serait peut-être le 200. Le symbole. Ça veut dire que le décathlonien, ça serait le contenu de son entraînement va vers le 400, bien que je vous ai dit qu'on s'y prend différemment. Et le contenu de l'entraînement pour les filles va plutôt vers 200. Donc la grosse différence entre les deux épreuves, c'est que pour réussir à l'heptathlon, c'est plus une sprinteuse technique, qui fait de la technique, plus qu'un garçon. D'ailleurs, on le voit, les filles, les bonnes heptathlètes en France et dans le monde, elles ont toujours le 100 haies, la hauteur ou la longueur, ou voire le poids, au niveau des autres, au niveau des spécialistes. C'est plus facile. C'est pour ça que j'aurais aimé que ça passe au décathlon, et il y a des vieilles qui n'auraient pas aimé, mais... Excuse. Mais ça aurait été bien plus logique. Elles veulent toujours faire comme nous, elles ont fait du triple saut, alors que ça n'était pas, le marteau, c'était pas une épreuve féminine, ça l'est devenu. Même le 50 bornes marche, donc pour moi, il fallait que ça passe au décathlon. Malheureusement, c'est pas passé. Donc la grosse différence, elle est là. Le contenu de l'entraînement, il y a plus de volume à faire, en gros, pour simplifier, pour le décathlonien. Et le volume d'entraînement, la qualité de l'entraînement pour une heptathlète, ça sera plus axé vers la vitesse, donc avec un peu moins de contraintes quantité. Mais la logique que je vous ai développée, c'est la même. Faire de la vitesse différemment, faire de l'endurance différemment, même le développement de la force un peu différemment. Et toujours de la force au service de la technique. Autre anecdote que j'aime bien donner, ça viendra peut-être après dans les questions, mais je trouve qu'en France, on ne s'entraîne pas assez dans les catégories jeunes, on ne s'entraîne pas assez, ni en quantité dans les séances, ni en nombre de séances. Je vais dans le monde entier, on est le pays pratiquement où les athlètes 12, 13, 14, 15 ans s'entraînent le moins, font le moins de séquences d'entraînement. Les Allemands, que je côtoie beaucoup, les minimes, ils sont à 5, 6 séances par semaine, voire des fois, ils font des séquences avec 2 entraînements par jour. Ça ne les tue pas. Quand on regarde ce que font les gamins dans les cours d'école, ce que faisaient, pardon. Maintenant, c'est plutôt la boîte et chocolat. Mais voilà, donc il y a une quantité d'entraînement à faire, et une quantité de séquences d'entraînement à faire accepter, y compris pour les entraîneurs des fois, qui n'est pas préjudiciable, loin de là. Si vous vous référez au schéma que je vous ai montré de la montagne, plus on met de temps, plus on prend du temps tôt, plus on est capable de faire monter les qualités haut par la suite. Plus on développe les qualités de coordination, et ça les psychos, les neurologues l'ont prouvé, plus on est capable d'en faire monter une très haut après. D'ailleurs, il y a plein de spécialistes qui sont passés par les épreuves combinées. Galfiod, le champion olympique, c'était un décathlonien. Pour moi, c'est les meilleurs. Les 2 filles que je cite souvent, Thiam et Johnson-Thompson, l'année des Jeux, elles font plus, elles sont en hauteur dans l'heptathlon que la championne olympique. Le même jour, ou un jour d'intervalle, 98 et 97 de mémoire. Donc ça veut dire que Marie Colombillet, elle faisait jamais de son hauteur, jamais. Mais elle a fait un 94. Elle s'entraînait jamais en hauteur. Parce que c'est traumatisant, et pourtant elle mesurait 1m62. Elle a fait un 94. En développant ça à outrance. Son entraîneur, Jean-Paul Bourdon, que je connais vraiment bien, il a fait vraiment de la coordination, il l'a pris toute petite à l'école, il a fait de la coordination tous les jours. Elle a fait 6003 à l'hepta et une médaille en salle, et plus de 90 en hauteur. Donc il y a moyen de réussir en respectant ces bases-là, et surtout en ne spécialisant pas trop tôt. Regardez ce qui se passe en France avec les sauteuses en hauteur, hein. C'est une catastrophe. On a des bonnes sauteuses qui font de l'hepta, qui ont commencé dans les clubs par du polyvalent. Dès qu'elles se spécialisent, ou elles stagnent, ou elles régressent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus cette quantité d'entraînement, il n'y a plus cette quantité de coordination développée.
Et puis la longueur, ça en prend le chemin, et même les lancers maintenant. On est arrivé à faire plus de 16 mètres à Antoinette Nanajimou, 16 mètres, alors que nos lanceuses françaises sont à 15 mètres. Il y a un truc qui ne va pas. Petit aparté. C'est surprenant. Pardon? C'est surprenant. Bah, pour moi, ça ne me surprend pas. C'est pareil, Kevin qui fait 16 mètres. Kevin, c'est pas un monstre de force. Il fait 16 mètres au poids. On a des lanceurs à 120 kg qui ne les font pas. Parce qu'il y a la coordination, mais il y a surtout la qualité d'explosivité qui a été développée partout. Et après, quand c'est spécialisé, Parce que après, ça devient trop technique, trop techniciste. Pour moi, c'est de la c'est techniciste qui nous vient. C'est trop technique, c'est la technique du petit doigt et qui n'est pas importante par rapport à la technique en général, la façon de s'organiser pour que le corps soit rentable. C'est ça le plus important. C'est ça qu'on fait nous sur le terrain à outrance. Et on développe des qualités physiques par la technique. Et c'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. Quelquefois, il faut. On ne peut pas passer un cap technique si on ne développe pas. Si je veux faire, 16 mètres au poids, Kevin, il fait quand même 120 en coucher. Il n'en fait pas beaucoup, mais c'est ce qu'il vaut. Et tu ne peux pas faire ça si tu fais pas 80 kg au développé couché. Impossible. Donc, quelquefois, pour que la technique elle passe un cap, il faut que le physique passe un cap. Mais toujours avec l'image du numéro de cirque dont je vous parlais, parce que s'il y a trop d'écart de physique, à un moment donné, la technique elle ne suit plus. Et l'exemple type, c'est quand vous progressez tout d'un coup en vitesse, vous ne progressez plus en longueur. C'est paradoxal. Mais on a X exemples. Kevin c'en est un. Kevin, il faisait 7,65 en junior en faisant 11, 10, 11, 20 ou 100 mètres. Et maintenant, il fait 10, 54, 5, et il fait que 7,80. Pour moi, il n'a pas mis sa technique de longueur au service de sa vitesse. Il devrait faire plus de 8 mètres. Et on a plein d'exemples comme ça. Les sprinters sont jamais bons ou rarement bons en longueur. L'inverse, par contre, est vrai. Les bons sauteurs en longueur sont bons vite. Donc quand on crée trop d'écart, et ça se voit aussi en muscule. Pendant des années, j'ai fait le constat des cadets qui arrivent en stage et qui ne font pas de muscule. Alors, on y reviendra sur la muscule, il faut bien mettre ce qu'on veut mettre dedans. Mais ils ne font pas de muscule, nos cadets français, alors que les étrangers en font déjà depuis 3-4 ans. Et puis l'année d'après, on les touche en junior, et là, ils en font 4 séances par semaine. Donc on passe de rien à, j'exagère un peu, à tout. Et là, on voit des déficits techniques qui s'installent parce qu'il y a un trop gros fossé entre le développement d'une qualité et l'adaptation de la technique. Et donc ça revient à mon numéro d'assiette de tout à l'heure, on secoue la forte, puis tout d'un coup, il y a la technique qui est en train de s'effondrer. Voilà. J'arrête là, chef. On reprend de toute façon cet après-midi, c'était la formation du jeune de Benjamin Junior, je pense que ça va pouvoir attaquer tout ce que... Deux, trois petites questions, puis on sort, prendre l'air. Pas la pluie. Partout, tout le monde fait des gammes dans le monde entier, tout le monde fait des montées de genoux, des talons fraises, des trucs. Mais j'y vois rarement vraiment la précision technique. Et pour moi, c'est hyper important d'entrer, de faire des vraies montées de genoux, des vrais talons fraises. Et ensuite, on peut les faire évoluer, soit vers le contenu de séance qu'on fait après. Si on fait du saut hauteur, on va faire évoluer la fin de l'échauffement vers le saut hauteur. Si on fait du poids, vers le poids. Mais on peut les faire aussi évoluer vers ce que je vous disais tout à l'heure, du développement ou de vitesse, ou d'aérobie, ou carrément de force, de renforcement musculaire. Donc ce que je vous propose, c'est de partir d'une ou deux gammes vraiment classiques, puis de montrer ce que j'y mets dedans, les détails techniques, et comment je les fais évoluer vers une technique particulière, vers ce qu'on pourrait appeler passer de la PPG à une PP spécialisée, spéciale. Okay. Et je dis aussi souvent que autant pour le débutant que pour le champion, ce travail-là, Romain, jusqu'à la fin, Romain me demandait de lui prendre ses échauffements. Jusqu'à la fin. Pas la fin de sa vie. Hein.
même champion d'Europe. Quand on reprenait, surtout à la période de reprise au mois de septembre-octobre, je passais du temps, un quart d'heure, 20 minutes avec lui, au fin d'échauffement, pour remettre en place les gammes comme il faut les faire. Sinon, ça devient de la bougeotte et il n'y a pas de gros intérêt. Passer du petit footing à ce qu'on va faire. Premier exercice de gamme, c'est le classique déroulé de pied. Déroulé de pied comme quelqu'un qui prend ses marques, ou le marcheur mais qui ne prend pas d'amplitude. Donc je déroule le pied du talon jusqu'à la pointe en posant le talon devant la pointe et puis je fais progresser mon bassin sur cette déroulée de pied. Allez-y, de plot à plot. Donc vous appliquez. Non, c'est pas de la course, on se redresse, voilà, on ne regarde pas le sol et on déroule. Bien, très bien. Ok, sans regarder par terre. Sans regarder par terre, c'est important parce que vous penchez et les fesses elles restent derrière. Ok, ça déroule relativement bien. Alors, je vous dis, 1, sans regarder par terre parce que ça met le cul en arrière. 2, servez-vous des bras. Il y en a qui sont tellement crispés que ça donne ça. Donc déroulez bien avec un peu plus de relâchement. Et puis mettez-y du mouvement de bras jusqu'aux épaules. Donc du relâchement. C'est parti? Allez. Sans regarder par terre. Le sol il ne bouge pas, il n'y a pas de taupinière. Là. On grandit, on déroule. Voilà, on va jusqu'aux épaules. Ça relâche jusqu'aux épaules. Ok, c'est déjà mieux. Il y en a encore un ou deux qui sont coincés du cul. Essayez de faire la même chose, mais sur cette ligne-là, et en mettant le pied gauche à droite et le pied droit à gauche. D'accord? Et j'essaye, sur chaque appui, de faire avancer mon bassin. Pour avoir le dos en arrière à dos macho. Donc le même exercice, un peu plus relâché, en croisant un peu ses pieds pour que ça fasse avancer un peu plus le bassin. Voilà, sur les bras. Bien. Ne pas par terre. Redresse-toi un peu, ça passe dans le bassin avant les épaules. Bien, jusqu'aux épaules. Ok, pousse le bras. Bien. Voilà, ça décoince. Ne pas par terre, ni le postérieur de ta copine. Bien. On va partir sur un exercice qu'on va faire évoluer dans plein de situations différentes. Vous l'avez tous déjà fait, c'est gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, tout simplement ça, à ce rythme-là. Vous faites une fois, puis après je donnerai plein de détails pour le faire évoluer. Allez-y. Voilà. Ok. Alors, plusieurs choses. On retrouve une attention des bras. Il y en a encore qui sont coincés ici. Décoincez vos bras sur l'épaule. 1. Les yeux pas par terre, mais là, je vois l'avenir, je ne vois pas ce qui est pour moi. Ok. 2. Je me redresse. Les deux sont liés. Je redresse mon regard, je redresse. Pas les fesses en arrière. Le dernier détail, quand votre pied quitte le sol, vous tirez sur le tibia. Ça s'appelle armer son pied. Donc restez pas en pointe de pied, armez votre pied, armez, je descends, je fais jouer ma chute. Donc, bras, regard et armez le pied. Parti, le même exercice. Tout doucement, hein. Pas la peine d'aller très vite. Voilà. Ok. Un peu, il y en a encore un ou deux qui sont les fesses en arrière. À chaque fois qu'on arrive au sol, on essaye de penser j'aligne, pied, bassin, épaule. Je ne présente pas mon postérieur. Okay. On fait évoluer l'exercice, vous allez partir sur le même, puis tout d'un coup, aller chercher à mettre la jambe à l'horizontale. Je pars, monter le genou.
genou, ce qu'on vient de faire là, puis tout d'un coup, paf, il y a le pied qui part à l'horizontale. Pour l'instant, je n'ai pas parlé. Ça sera juste après. Faillot. On y va tout doucement. Un seul rebond, par contre, mon pied part à l'horizontale. Ok. C'est relativement bien fait. Alors, pour répondre à sa question, donc l'exercice suivant, c'est le même exercice qui vient à l'horizontale, c'est-à-dire que quand ma jambe s'étend, elle ne tombe pas, donc je monte le genou et ensuite la jambe s'étend, je reste prompt sur l'appui, c'est le talon qui va guider l'extension, et puis deux, je vais aller essayer de toucher mon pied qui va plier à l'extérieur, avec le bras opposé. Ok? Donc, tout doucement. Sans que le bassin bouge. Très bon. Bien. Okay. Alors qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit dès qu'on introduit ça? On voit des appuis qui redescendent. Pour aller toucher, je descends. Donc on va essayer d'être le plus grand, le plus haut possible. On voit des pieds qui tombent. Ça c'est aussi peut-être manque de souplesse active du ischio. Et puis on voit des mains et des bras qui se détendent, mais là ça ne bouge pas. On essaye d'aller mettre de l'amplitude. La dernière chose, on voit des bassins qui font oula ouf. Donc je tiens mon bassin, j'essaie de laisser partir mon pied guidé par le talon et je vais toucher en mobilisant jusqu'aux épaules. C'est parti. Bien. On va rajouter un tout petit détail qui pour moi est de l'importance, c'est quand je vais toucher avec la main opposée, la main qui ne fait rien, elle ne part pas là-bas. Elle ne part pas ni dans le dos, ni en rotation arrière. Quand vous êtes à l'attaque du 110 m/m, moins vous avez de fluctuation des bras, mieux ça se passe sur la haie et surtout à la réception. D'accord? Donc le même exercice, mais quand je vais toucher le pied opposé, je garde ma main ouverte, ma main opposée, ouverte vers le bas. Elle ne part pas derrière, elle ne part pas en rotation. Okay? Et pour toi, c'est pas je descends toucher mon pied, c'est le pied qui monte et je reste grande. Allez. Pensez au bras opposé qui n'emmène pas de rotation, la main ouverte vers le bas. C'est important. Ouais, t'es à l'angle. La vie, ça part encore dans le dos. Là, t'as senti? Ouais, ça serait un tour dans le dos. Donc là, on est parti sur un exercice typique qu'on fait évoluer. Et là, on va le faire. On l'a déjà fait évoluer un petit peu, vous l'avez compris, vers les haies. Vous faites le même, mais je ramène ici. Le même, mais je ramène. Au lieu de ramener le genou puis de faire le même de l'autre côté, je ramène comme s'il y avait une œuvre. J'ai déjà fait sûrement. Et pensez technique, pensez à tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Tenir le bassin, dissocier, tenir le bras opposé, puis je ramène de l'autre côté. Donc j'attaque ici, je ramène de l'autre côté. Ok? Voilà, bien. Ouvrez vos mains, paumes vers le bas. Bien. Ok. Donc, c'est pas dit ce matin, mais ça tombe sous le sens qu'on fait tout ce qu'on fait là. Et ce qu'on va faire après, on le fait des deux jambes, des deux bras, on travaille la coordination à outrance. Donc, ça va, vous êtes pratiquement ça va. Donc vous le faites, mais maintenant sur
moi la mauvaise jambe. Vous allez commencer par votre jambe normale d'attaque réelle. Vous le faites de l'autre côté. Doucement. Voilà. Bien. Bien, où c'est maintenant. On reste sur le même exercice, mais en changeant les intentions, ça va changer le rythme de l'exercice. Donc c'est toujours gauche, gauche, droite, droite. Et ce coup-là, vous allez me le faire avec 2 temps égaux. Donc là, vous faites gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite. Moi, je voudrais gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche. D'accord? Et en prenant progressivement de l'amplitude vers l'avant. Toujours le même exercice. On ne changera pas d'exercice. On n'a pas changé de tout. On a mis des détails. Et là, on fait évoluer le détail vers autre chose. Là, c'était vers les haies. On va voir le même exercice, mais je fais durer le truc pour avancer un peu plus sur chaque appui. Ok. Mais du coup, on a plus de. On baisse toujours la jambe de retour. Non. On parle juste de ça. Juste l'exercice de départ de tout à l'heure qu'on oriente vers l'avant. Ok. Voilà, maintenant de plus en plus vers l'avant. Ok. À peu près la moitié sont un peu plus augmentés. On va compléter. Vous vous rappelez tout à l'heure quand on a fait les déroulés croisés. Et là vous allez faire pareil. Là, et je croise pour aller poser mon pied opposé au côté. D'accord? Ne mettez pas de vitesse, mettez de l'amplitude. C'est le même exercice, mais je croise et je vais chercher du sol vers l'avant. Donc regardez par terre. Voilà. Voilà, ça c'est bon. C'est ce que je connais. Gauche, droite, droite, gauche, il n'y a pas 2 temps égaux. C'est à faire gauche, gauche, droite, droite. Ce rythme-là. Différent. Croisé toujours. Et à chaque appui, mon bassin il doit avancer. J'avance. Ça c'est excellent. Ouais, bien. Voilà. Vous sentez un petit peu, on entend toujours un petit peu une rupture, hein, gauche, gauche, droite, mais pour certains, on commence à entendre un appui qui dure et le bassin qui passe sur l'appui. Dans toutes les disciplines, c'est notre problème, c'est de faire passer le bassin sur l'appui. Pour aller loin en longueur, pour aller haut, pour faire passer au javelot, etc. Donc, dans l'exercice, le petit détail qu'on va introduire, c'est sur le gauche-gauche. Là, vous faites jambe tendue. Là, je vais faire gauche-gauche, mais avec un cycle plus. On va plus, on va voir. Et du coup, et on change toujours du coup de. Ouais, c'est toujours gauche-gauche. C'est le même exercice, on le change plus. Sauf que là, on a introduit un détail. Je passe par un cycle du pied. Attendez. Est-ce qu'il revient vers là? Non. Non. Oui. Oh, bah c'est un peu le. Vas-y, mignon. Oubliez d'aller toucher vos mains, oubliez ça. Oui. C'est le même exercice. Voilà. Encore. Non, ça va changer. Oui, c'est 3 fois du coup. Non, toujours 2 fois. Ah. C'est
ça mieux, c'est ça mieux. Vous voyez que là, quand je demande, c'est ça la concentration. Si je vous dis, vous allez faire cloche, 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 tout le monde va le faire. Ouais, j'espère. Essayez de faire, pareil, décalé, hein. Cloche droite, cloche gauche, cloche droite, cloche gauche. Cloche pied. Ouais. Mais du coup, il y aura une demande. Mais autrement. Il y en a un ou deux qui l'ont fait. Vas-y. Doucement. Oui. Ouais. Oui. Voilà. Ça vient, ça vient, ça vient. Un petit peu plus de cloche. C'est bon, une fois sur deux. Faites des cloches. Je ne peux pas vous le démontrer, c'est trop mal. Non, ça c'est non. Vers l'avant. Mais pas encore. Mais sur des détails de... Voilà. Enlevez-vous l'idée des coureurs de haie, pensez sur le saut. Faites gauche. Cloche, 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 cloche. Bon, on va arrêter parce que vous voyez que sur un détail de mots, la concentration, tout ça, c'est pas évident. Alors, je viens de voir le même exercice, mais toutes les impulsions dirigées vers le haut. Donc c'est toujours gauche, gauche, droite, droite, mais gauche, gauche, droite, droite. Ok? Toutes les impulsions vers le haut. Pas beaucoup, pardon? Avec le même temps. On ne change pas l'exercice. D'accord. Toutes les impulsions vers le haut. Bref, là c'est un temps sur... Faites-le un temps sur deux, on gagnera du temps. C'est ce qu'il vient de faire. Gauche, gauche, droite, droite, gauche. Gauche, gauche, droite. Voilà, très bien. Non, t'es bien, puis après tu transformes. Tu soulèves. Gauche, droite, droite, gauche. Voilà. Un peu plus vers le haut. Voilà, très bon. Des foulées bons. Des foulées bondissantes, on appelle ça? Bah, tout ce qu'on fait, c'est des foulées bondissantes, mais qui sont orientés différemment. Voilà. J'ai vu un peu de tout là, j'ai vu entre de la hauteur et de la longueur. Mais c'était un peu le but du jeu. Maintenant, essayez de le faire que vers le haut. Donc, gauche, gauche, droite, je décolle, je soulève, je m'étire, je verticalise. Total. Que vers le haut. Je ne cherche pas à aller loin, je cherche à me grandir au maximum et à utiliser, c'est là que je voulais en venir, utiliser mes membres libres, donc le genou, les bras, les épaules pour m'alléger, pour monter. Allez, ça va jusqu'au bout des orteils et je me grandis au maximum. Voilà, sans regarder par terre, très bon. Voilà. Presque parfait. Même, vous allez faire la pulsion vers le haut que sur votre bonne jambe. Donc vous êtes à pulsion gauche, ça va faire gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite. La pulsion vers le haut que d'un côté. Allez, je grandis. Voilà. Non. Voilà, attention deux. Ouais, bon. Bien. Ça va? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Sauter. Mettez de la queue. Vous allez faire vite fait votre bonne jambe, en général. Vous mettez la mauvaise jambe. Vous montez tout sur. J'allège avec mes bras, mais comme si je montais dans un... J'ai un stylo autour de moi. Et je monte dans le stylo. Je ne laisse pas partir n'importe où. L'autre jambe, j'allège les membres libres. Et je me serre des bras. Voilà. Bien. Bien, il y en a un qui a transformé, gauche, droite, droite.
Les impulsions étaient bien, ça allait bien vers le haut. Là, vous allez me refaire la même chose. Mais sous la longueur, on fait gauche, droite, gauche, vers l'avant. Et là, je vais vous demander d'ouvrir vos bras. Comme si, là, je vais vous demander un tuyau. Là, vous allez poser vos coudes sur un mur. Pardon? Non. C'est l'exercice. Au lieu de l'orienter vers le haut, je l'oriente vers l'avant. Là, tu développes dans la vidéo. Là, je te demande d'aller garder au-dessus d'un mur, là, poser tes bras. C'est pour ça que je demandais les protections de fond, parce que C'est tout des fois. Il faut faire là-bas. Il faut faire là, c'est différent. Allez. Donc, vers l'avant et pensez à vos bras. Vous allez poser vos bras sur deux murs là. Sauter en gauche et retomber en gauche. Le même exercice, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite. Droite, droite, gauche, droite, gauche. C'est le même qu'on fait depuis le début. Allez. Ah non, c'est gauche. Voilà. Ah mais libère-les tes bras. Voilà. On va placer les bras ici, lui il les a laissés tout le long. Non, on libère les bras et là on va faire gauche les jambes, forcément. Donc, là je fais gauche, droite, droite, gauche, droite. Et chaque fois je vais mettre mes bras ici. J'allège mes bras, je les pose là. Je les laisse pas là. Il transforme le Ouais. tour. L'autre, ça refait la même chose que l'exercice précédent. Un peu au gauche ou au droite. Donc on l'a orienté vers l'avant. Bon, maintenant vous allez me le faire face aux tribunes. Je suis là, j'ai mes bras ici. Je vais tourner vers le haut et je fais gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite. C'est le même exercice, c'est orienté. Lave l'eau. Il y en a un qui écoute. Allez, on passe là-bas. On ouvre la poitrine, on ouvre la cage thoracique, les mains vers le haut et on fait le même exercice latéralement. Voilà, très bien. Les bras. Ils sont mieux là. Hein. Là, on a mis l'exercice en place avec le détail chaud, poitrine et je me déplace. Vous l'avez fait face aux tribunes, on continue face aux tribunes mais dans l'autre sens. Et vous allez penser au trajet de retour de votre jambe gauche. Droite, droite, et je ramène la jambe par-dessus le bassin. Allez. Voilà. Très bien. Bien. Bien, les filles, vous partez ici, petit à petit, hop, comme bien, on tient encore. Plus dur, terminé. On passe du pôle. Sur la ligne, poitrine, le même exercice. Gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite. Et si ça tourne au milieu, vous changez. Vous vomissez pas sur la moquette. Ah oui, Prenez un peu de distance là. on laisse Donc passer. il faut aller doucement. Après, Oh, oh. Allez doucement. Et appliquez-vous à avoir toujours un repère là-bas. Donc gauche, gauche, droite, droite, gauche, je regarde là-bas. Rien dit là-dessus. Ah, ça va trop vite, là. Ça va trop vite, ça va pas tenir. Doucement. Les bras, les bras. Pas trop.
ramenez votre genou au sol. Voilà, je ramène le genou au sol, comme un bouddhiste. Donc, les bras ici, on l'a fait. Si possible, même, je peux même m'incliner un petit peu vers là-bas, et puis je progresse vers là-bas. Doucement. Prenez un peu de distance, ne mettez pas les baffes. Ouais. Bien. Ok, il en manque un. Dans tout ce qu'on a fait, il en manque un. Ah. Question sur la concentration. On a fait vers le haut, on a fait vers l'avant, on a fait en type javelot, on a fait là, type 10, et il y en a même deux. Vers l'arrière. Ouais. Hein? Non, le même exercice, orienté, poids, donc gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite. Allez-y, et après on fera le dernier en revenant. Voilà, penchez en avant. Voilà. Bien. Ok, on va le refaire une fois. Avec un petit détail, c'est les portes dessus. Ça passe par là. De chercher de l'amplitude derrière. Si on cherche derrière, forcément devant. Non. Si tu pousses derrière devant, tu te laisses les bras là, ça va pas le faire. Essayez en même temps d'aller chercher de l'amplitude avec vos bras. Ouais. Donc pour ça, il ne faut pas aller vite. Sur la même jambe, on change. Je sais pas comment T'es blond, toi? Non? Eh ben, c'est bon. Ah, ok. Hein? Voilà. Tes bras. Je vais chercher tes bras. Très bien. Encore. Ouais. Pourquoi t'as demandé? Parce que tu changes de jambe automatiquement. Oui, mais pourquoi? Oui, mais? Où il est l'autre? Il a dit oui, mais. T'es un bon élève, là. Donc, il en manque un maintenant, faire le même exercice. Imaginez que vous avez une paire dans les mains. Gauche, gauche, droite, droite, gauche. Voilà. Par contre, on développe vers le haut, bras, genoux, épaules. On va tout mettre là-haut. Bien aligné sur toutes les impulsions et toutes les réceptions. Regardez par terre. Allez, les deux bras au-dessus de la tête. Les deux bras au-dessus de la tête. Voilà. Il y a une petite perche là. Allez. Il y en a un qui a un tout petit levier là. Donc sur l'autre jambe, on arrêtera là. Petite chose, on va développer ça. On tient tout ça, ça bouge pas. Le pied est fort, le bassin est solide. Je suis aligné au décollage comme à la réception. Allez, dernier. Allez, soulève, deux bras au-dessus de la tête. Les deux. Voilà. Il fait toutes les jambes. Là. Ça ferait toutes les jambes. Ouais. Présente comme ça, 4. C'est bon? Donc, très important les gammes. Ça, ça peut être un échauffement, là, on va faire un peu plus. Quelle heure il est là? 11h07. Encore du temps? Oui. Bien. Il fait beau en plus. Faut en profiter. On va partir sur un autre principe. Là, on a pris un exercice, gauche, gauche, droite, droite, gauche, droite. On a fait évoluer vers de la hauteur, vers de la longueur, vers
pendant le temps où il y a un petit temps d'arrêt, bah, corrigez vos attitudes. 1, 2, 3, je me vois et je corrige alignement, participation, position bras-jambes, enfin, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Doucement et bien contrôlé. 1, 2, 3, voilà. Ça débloque jusqu'aux épaules. 1, 2, 3, voilà. Okay. Retour, footing, tranquille. Vous n'avez pas de compète demain. Tout de suite en talon fesse, mais légèrement penché en avant. Là. Pas plus vite que ça. Et le genou qui ne dépasse pas la verticale du bassin. Allez. Et on sève des bras. Doucement. Ça rebondit. C'est pas les pieds à plat. Voilà. On utilise les bras. Bien. Retour. Tranquillement. Pas chassé ou pas croisé, mais on débloque les bras. Je débloque tout ça. Poitrine ouverte. Doucement. Bien, ça tient le bassin. Pied fort au sol. C'est bon. Allez, petit dernier. Là, vous imaginez une ligne, vous faites tous les bondissantes de chaque côté du mur. Faites tous les bondissantes. Pas de la perte, on cherche la maîtrise technique, le bassin qui tient et opposition bras-jambes. Allez. Ouais, on croise. Voilà, sans regarder par terre. On fait les bras. Bien. Lui, il est resté sur l'exercice du début. Allez, petit retour physique et on arrête. Voilà, je ne pas chronométré, mais la petite séquence de 4 exercices retour footing, ça a dû faire quoi, 2 minutes 1 minute 30, 2 minutes. Répéter 3 fois, 4 fois, 5 fois dans la séance. Donc c'est des gammes techniques, c'est du travail de pied, c'est de la coordination. Et répéter X fois, ça devient de l'aérobie. Et de l'aérobie physique, technique. Après, si on veut... Ça je demande s'il n'y a pas de compète, de machin, qu'il ne soit pas trop chargé de main. Justement, si on veut aller plus loin dans les progrès dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'il reste à faire? À charger l'exercice. Charger l'exercice soit par les intentions d'intensité, soit par du matériel. Donc on va prendre les medicine balls là. Et puis prenez-les aussi, tiens. Allez. On prend par ici les gars, plutôt. Donc je disais qu'on peut, parce qu'on vient acheter dans ces domaines-là de gamme, on va chercher l'exercice. On va prendre un exercice tout simple, on est sur une normale. Et vous allez venir l'enlever ici. Et donc je respecte les consignes, alignement, pied, bassin, épaule, pied fort, et je fais mon montée de genou, tranquille, juste là-bas. Avec l'engin ici. Léo, la latte, le ballon, prends-lui une petite balle, la pauvrette, et donne-lui tailler, quoi. Allez, c'est parti, tout doucement, montée de genou, par contre, des vrais... Non, c'est trop vite, voilà, ça rebondit, et le genou, c'est encore trop vite,
Voilà, ça c'est bon. Oui, le défaut c'est de le faire trop vite. Et là on peut tricher, on enlève ce débit du sol. Faites-le doucement, vous êtes obligé d'appuyer pour que le genou monte. Et le genou il monte pas là, hein. Il monte là. La cuisse est à l'horizontale. On le refait une fois, vite. Si tu ne bouges pas, là elle ne bouge pas. Puis le genou il monte là, il est pas là. Parce que l'appui, pas plus vite que ça. Voilà, très bon. Là, je suis obligé d'appuyer. Voilà, bien. Voilà. Embrassez-vous les petites. Ok. Ça compte plus beaucoup là. Hein. Horizontal, c'est où? Un petit peu plus dur. Dans un, ça fait. Réglez. Vous appuyez vraiment. Voilà, parfait. Voilà. Super. Le petit exercice qu'on a fait tout à l'heure vers l'arrière, le médecine ball ici, la haie ici, le serre vers l'arrière, en talon fait sur gauche, droite, mais pas, mais cardio. Ok. Prenez un petit peu de Avec distance le genou devant. Allez, légèrement penché en avant, et je vais chercher de l'amplitude derrière. Doucement, doucement, j'appuie bien au sol, je tire mon talon loin derrière, en passant sous la tête. Bien. Hop. Bien. Voilà. Et après, donc, le dernier, enfin le dernier, ouais. Il y avait un autre progrès à faire, c'est d'augmenter les distances. Là, on a fait à peu près sur 30 mètres. Ben, passer de 30 à 40, 50, 60. Je disais tout à l'heure, Romain, on arrive à faire des gammes sur 100 mètres. Et Romain, avec les petites qualités qu'il avait, il a fait 40 mètres. Là, les juniors, ils s'est disputé le 30. Mais grâce à ce travail. Dans la halle ou d'abord le faire bien, vraiment très concentré, c'est pas comme du vote, et après charger un peu l'exercice par moi, et faire un petit cercle. Vous avez sur l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, le petit vol qui est là, le deuxième exercice, c'est avec participer. Vous avez une cercle. Simplement, je pense présenter le perche tous les deux impulsions, pas chaque impulsion. Allez, c'est quoi? L'impulsion gauche, l'impulsion gauche, droite, gauche, droite. Allez. Ça marche bien. Voilà. Par contre, tendu au-dessus de la tête. Tendu. Bien. Vous voyez pas Si on veut le faire lancer, on va mettre la distance, mais vous prenez comme ça, on peut changer, si on voit comme ça, vous allez faire l'exercice là, pas plus vite que ça, d'accord? Ça bouge pas.
doucement, c'est pas de la danse. C'est vraiment, moi ça me fait là-bas. Ouais, ça va plus que ça. Et ça, un petit peu tous les jours à la fin de chaque échauffement, pendant le mouvement, ou des séances complètes comme ça. Et là, le système aérobie, il marche. C'est mieux que de courir à 500. C'est vrai. J'avoue. On fait une pause et puis je réponds à des questions. On va vous interrompre dans vos discussions. Je vais peut-être finir ce qu'on a commencé sur les stades ce matin. Donc cette petite séance aéro, pour ceux qui l'ont faite, elle vous a peut-être plu, peut-être un peu fatigué, donc le repas va venir juste derrière. Et puis pour tous les entraîneurs là, si vous avez des points à aborder, des questions, des interrogations par rapport à ce qu'on a vu. Moi, je voudrais repréciser, tu as dit une séance aéro, pour moi ça, à un certain niveau, c'est un bon échauffement. Provoque un peu. C'est dur, un peu plus. Mais quand je suis arrivé à Montpellier, en 87, j'avais déjà un petit groupe qui m'avait suivi, et une des premières séances qu'on fait sur le stade, il y avait des gens qui nous regardaient dans les tribunes. En fait, c'était les profs de STAPS qui sont venus me voir au bout d'un moment. Ouais, super séance. Je dis, bah là, c'était échauffement. Là, on a fait un peu plus, bien sûr, par rapport à votre niveau, votre passé d'athlète, mais un échauffement digne de ce nom, pour moi, c'est 40 minutes. C'est petit footing, voilà, on passe de l'état léthargique des écrans à l'état, je vais bouger un petit peu, et petit à petit, on se met dans des situations qui amène ce qu'on va faire après dans la séance. Donc, assez vite sur des choses, pour moi, qui doivent être très précises. Donc, les montées de genoux, les talons-fesses, tout ce qu'on appelle les gammes athlétiques. D'ailleurs, il y a un excellent bouquin qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je vous le présenterai, c'est le mien. Sur les gammes athlétiques, qui doivent être bien faites. Et si on a compris les principes généraux qui guident ce qu'on veut chercher, c'est infini. C'est infini comme situation. Les montées de genoux, on peut les faire de 100 façons différentes. Tout ce qu'on a fait ce matin, on a fait un exercice pendant 20 minutes, le même exercice. J'aurais pu trouver, à chaque fois que je fais un colloque, d'ailleurs, j'invente du tout. Voilà, quand on comprend le principe, on peut faire évoluer nos exercices, les charger un peu, charger entre guillemets, avec du matériel, pour que l'impact au sol soit un petit peu plus important, les charger dans l'intensité, dans les vitesses d'exécution, ou les charger dans la quantité, donc dans la distance d'exécution. Je disais tout à l'heure, au froid, je ne sais pas si tout le monde a entendu, que ça nous est arrivé avec le groupe d'athlètes de faire des gammes comme ça, mais sur 100 mètres. 100 mètres, retour footing, 100 mètres, retour footing. Je veux dire, c'est une bonne dose d'aérobie. Et il vaut mieux, à notre niveau de décathlonien, faire des petites doses comme ça d'aérobie tous les jours, qu'une grosse séance dite d'aérobie qui finit par pas être technique. Alors que là, on fait de la technique sans trop y penser. Et de la technique qui peut rejaillir sur toutes les épreuves. Donc on gagne du temps. Voilà l'idée de ces gammes. Après, donc, on peut les orienter. Si on a une séance de vitesse, ben, on en fait un petit peu moins, puis on les oriente vers de la vitesse gestuelle et de l'amplitude gestuelle. Si on a une séance derrière de lancer, ben, on va plus sur des rotations, ce qu'on a fait tout à l'heure pour aller vers la spécialité. Puis si on a une séance d'aérobie, ben, on en fait un petit coup, puis après on va faire notre séance d'aérobie, ou on reste là-dessus, ou on fait ce qu'on fera peut-être cet après-midi. Sur le même principe, on peut faire aérodéca. C'est-à-dire faire un exercice qui vise la course, un exercice de saut en longueur, un exercice de médecine ball contre un mur, on le fera pour vous montrer ce qu'on peut faire. Et finalement, on fait de la technique, mais les petites doses de technique répétées avec de petites doses de récupération, ben, ça devient aérobie.
Et si on les charge, ben, ça devient de l'endurance de force ou de la résistance de force. Voilà. Comme ça, en fait, la question qu'on me pose tout le temps, comment on développe la vitesse et l'aérobie alors que c'est antinomique, ben, je réponds par ça. Pour moi, c'est pas si antinomique que ça. D'ailleurs, les filles qui font, regardez Solène qui arrive, moins de 13 sur les haies et de 10 au 800. Eaton, combien 10, 18 au 100 mètres. Bon, mettons 10-20 au 100 mètres et 2-32 au 1000 mètres. Donc c'est pas si antinomique que ça. Et quand j'ai discuté avec le coach d'Eaton, il faisait rarement des séances d'aérobie pure. Il faisait plutôt ce type de, sans le savoir, il faisait plutôt ce type de travail-là. Nadir a fait combien de 26 aussi, et 10,90 au 100 mètres. Lui par contre, quand il était plus jeune, il s'est tapé beaucoup de séances en nature avec le coach de l'époque, il aimait bien ça. Voilà. Ça n'interdit pas aussi de faire ce type de séance-là, mais souvent c'est au détriment de la qualité technique, et ça, nous, il faut qu'on élimine tout ce qui peut dégrader la qualité de l'appui, donc la qualité technique du geste. Il faut vraiment qu'on élimine de plus en plus. Faire des montées de genoux avec le bassin par terre, le tronc en arrière, avec les bras qui servent à rien. Voilà, ça sert à rien de multiplier ça si on veut aller vers des corrections techniques dans les autres épreuves. Après, j'ai eu une question tout de suite sur ce que j'ai dit tout à l'heure un peu, sur la récupération par la musculation. Je ne vais pas rentrer dans le cheminement qui m'a amené à ça. Disons que j'ai fait un truc sur les hormones qu'on m'a demandé de faire il y a une vingtaine d'années. Et je me suis rendu compte dans les recherches scientifiques que j'ai faites que quand on fait une séance de musculation d'un certain type, on développe des endomorphines plus qu'en faisant un footing. Quand tu fais un footing, tu finis le footing, tu es plutôt las. Alors qu'une petite séance de muscles écourtée, ben, on se sent fort derrière. Ben, ce sentiment de force, il est lié au développement d'une endomorphine. Donc pourquoi pas se servir de ça pour la récupération du décathlon, ou quand vous finissez, ben, vous avez vu la tête des décathloniens quand ils finissent, ils sont par terre, ils sont cramés, les filles au glissant pareil. Pourquoi leur demander encore de courir derrière, le soir même, ou le lendemain, ou le surlendemain? Il vaut mieux, et on l'a testé, et dans 90% des cas ça marche, une petite séance de muscles, plutôt que footing, on va faire des lignes droites, ça attire 10 pattes. Par contre, après le 200 ou après le 400, oui, c'est deux choses différentes. Quand vous finissez le 400, là vous êtes bourré d'acide lactique, donc faire des petites lignes droites, faire des petites gammes, des légères, pour éliminer l'acide lactique, ok. Mais le décathlon lui-même, l'heptathlon, c'est une succession d'impulsions qui détruit les cellules. Donc l'idée c'est de refabriquer des cellules. J'ai répondu à ta question? Donc avant de l'avancer, je l'ai... Voilà. Bah, pour ceux qui ont l'habitude de faire de la muscule, attention, le gars qui ne fait jamais de muscule, on ne va pas lui mettre une séance de muscule pour récupérer le décathlon. Mais ceux qui font traditionnellement de la muscule, on en parlera peut-être cet après-midi, de la muscule, comment la bâtie, une maison. Quand on fait des exercices de squat, puis de développé couché en concentrique à une certaine période de l'année, du 5x5, du 6x6, du 10x10, voilà, toutes les gammes d'exercices qu'on a en musculation, ben faire en gros la moitié de cette séance-là. Donc tu ne fais pas une séance où tu développes la force, mais tu dis à ton corps, attention, je refabrique du muscle. C'est intuitif ce que je dis là, mais je suis sûr que ça a un impact. Et tous ceux qui l'ont essayé, 90% des cas l'ont adopté. À une époque, j'ai même vu des étrangères, je ne sais pas si c'était pour la même raison, mais elles faisaient une séance de muscule entre les 2 jours de heptathlon. Je n'ai jamais proposé à une fille de le faire, je ne pense pas qu'elles auraient accepté en France. Il n'y a pas de fouet. Et après, enfin je sais pas, tu l'avais texté toi. Lundi après-midi, généralement on faisait, parce que le matin c'est un peu dur, mais un peu de vélo pour tourner les cannes, et après on faisait des séances
Au lieu de faire un 6x6, on faisait un 4x6, à peu près, sur un peu de squat, un peu touché, avec des angulations quand même un peu amples, vraiment jusqu'au demi ou un peu plus bas, avec des poids plus légers. Ouais, avec des charges Et plus légères. par contre, on raccourcissait un peu les récup pour que ça enchaîne, pour vraiment qu'on sente un peu de petite congestion ou pas. Puis après, on retournait les jambes un peu sur le vélo pour pas avoir d'impact. Alors on a testé les deux, et moi j'aimais bien, puisque ça a évité de se remettre dehors, de recourir, d'être... on aime mou quoi le lendemain. Puis le piège, c'est que généralement, la semaine après les combinés, et surtout chez les jeunes, on se sent encore un peu frais. Généralement, on peut encore faire une semaine d'entraînement derrière sans trop de problèmes. C'est la deuxième semaine où ça commence à casser un peu les pattes et de vouloir reprendre un peu trop tôt. C'est de se prendre un décalage sur la deuxième, troisième semaine après. Ça peut couper un peu la relance de la programmation. Donc faire comme ça va permettre de récupérer sans mettre d'impact et pouvoir reprendre les 2 semaines d'après un peu plus costaud. Moi je l'ai vécu comme ça, après je sais pas comment les autres... J'ai rarement eu de réaction négative, sauf par des gens qui étaient déjà au départ allergiques à la muscule. Et il y en a. Surtout des filles qui ont peur de prendre du muscle, qui ont peur de prendre des épaules, alors que c'est crétin quand même. On peut faire de la muscule sans pour autant être hyper développé. Donc c'est une fausse trouille. Donc les réactions que j'ai eues, c'est déjà des gens qui étaient un petit peu braqués contre la muscu. Mais en général, ceux qui ont testé, on se trouve mieux après ce genre de... Moi j'aime bien la muscu. J'avoue que j'ai toujours préféré petit footing le lendemain avec beaucoup de souplissement, d'étirement, passer mon temps. Oui, après... Et après un mardi repos et reprendre légèrement le mercredi. C'est vrai que la première semaine qui suit derrière, ça les détraque à ma dépense. On va prendre jusqu'au. Mais la muscu, c'est que j'ai jamais testé. Jamais trop tard. Oui, Il faut y aller avec de douceur. Des questions sur ce qu'on a fait ce matin? oui, à un moment donné, enfin, vous avez dit, là, ce qu'on vient de faire, si on le répète plusieurs fois, ça va faire beaucoup en aéro. On le fait plusieurs fois à la suite, ou on fait ça pour s'échauffer, puis on travaille une épreuve, et puis après, peut-être pour couper, c'est ce que j'ai dit là tout de suite en introduction, c'est que soit c'est un échauffement qu'on fait tous les jours, et puis comme ça, tous les jours, on a un petit impact aérobie, on a un petit impact technique, on a un petit impact sur la... Vous avez vu les problèmes de concentration quand j'ai fait exprès de donner un détail ou de ne pas en donner, puis de donner que du rythme, puis changer les mots. C'est pour travailler sur ce que j'ai dit ce matin, la faculté de concentration, de se reconcentrer après un effort, de récupérer autrement, etc. Donc soit on fait ça, soit on dit je fais une séance d'aérobie et puis je ne fais que des gammes. Et je fais ce qu'on a fait là, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois, suivant les niveaux, suivant l'âge, suivant le passé athlétique. Donc c'est soit un début, une partie de l'échauffement, donc une partie de séance. Je dis toujours qu'il vaut mieux un bon échauffement qu'une mauvaise séance. Un échauffement, pour moi, il doit être conduit, au moins au début. Après, les athlètes ils prennent l'habitude, mais je vous dis, même Romain, à la fin, me demandait de conduire les échauffements parce qu'il avait besoin de répéter, de se reconcentrer sur ses placements. Voilà. Donc c'est pas... C'est individuel, individualisé. Et ça n'exclut pas, je l'ai dit aussi ce matin, les séances que j'appellerais plus de rythme. C'est-à-dire que là, vous faites de l'aérobie, mais si vous devez faire un 1500 dans 15 jours, vous allez bien faire une séance où l'entraîneur va vous dire, tiens, toi tu vaux 5 minutes, tu vas me faire 3 fois 500 en tant de temps. Ça n'exclut pas. Mais ce genre de type de travail permet d'économiser justement le nombre de séances de bêtes et méchantes, de courses, qu'en général les décathloniens n'aiment pas, quoi. Et les filles non plus. Vous n'avez pas parlé pour l'instant, peut-être que vous avez prévu, d'étirements, J'en parle pas parce que pour moi c'est de l'hygiénique, les étirements. Alors si, j'ai tout un document sur les étirements, que tu pourras prendre aussi. Les étirements, j'ai l'habitude de les classer en trois groupes. Il y a l'étirement préalable à n'importe quelle
séance ou compétition. On est assis pendant 2 heures, 3 heures, on va faire une séance d'entraînement. Ben, avant de courir, je dirais qu'il faut déjà se préparer à s'échauffer. Donc faire des mobilisations segmentaires dans tous les angles pour passer de l'état de léthargie, je disais tout à l'heure, à l'état d'activité. Et je reviendrai tout à l'heure sur une petite anecdote là-dessus. Ensuite, il y a l'étirement qui prépare à ce qu'on va faire après, à l'épreuve. Si je veux faire du sprint avec de grandes amplitudes, il faut que j'habitue mon système musculaire, musculo-articulaire, à l'amplitude et à l'intensité que je vais avoir dans ma séance. Et les amplitudes et l'intensité d'une séance de longueur, de hauteur ou de machin, c'est de l'amplitude maximum. Donc il faut que j'aille à la fin de mon échauffement vers des étirements actifs qui vont chercher de l'amplitude et de l'intensité avec des mouvements lancés. Parce que la clé, c'est que des mouvements lancés. Si je prends l'exemple de l'exercice de tout à l'heure, du gauche-gauche, droite-droite, avec ce que je fais là, je devrais m'étirer avant de le faire. Par exemple, parce que je vais vers un mouvement lancé que je vais rencontrer sur les haies, que je vais rencontrer sur n'importe quelle course avec de l'amplitude. Donc là, c'est bien un étirement avec des mouvements lancés dans le type de contraction musculaire qu'on va rencontrer après. Et à la fin de la séance, ou entre les essais, ou pour récupérer, pour gagner en amplitude, là je vais faire des étirements passifs. Stretching, quoique le stretching c'est un petit peu actif, mais des étirements sans mouvement lancé, sans saccade, sans... Voilà. Donc il y a 3 moments, il y a la mobilisation segmentaire avant de faire quoi que ce soit, les étirements pré-activité, et puis les étirements post-activité. Et les 3 n'ont pas le même contenu, parce qu'il n'y a pas la même intention derrière. Si je veux chercher de l'amplitude, parce que j'en ai vu un ou deux, ou surtout une ou deux, c'est marrant, ils sont raides en ischio. Quand je demandais tout à l'heure de faire ça, puis de garder la jambe à l'horizontale, et que vous ne pouvez pas le faire, c'est pas un manque de muscle, c'est une raideur de toute la chaîne postérieure, la plupart du temps. Avant, on voyait ça plutôt chez les garçons que chez les filles. Et je pense que les tablettes et tout ça, ça inverse un petit peu le problème. C'est ce que je disais là, oui. Donc les étirements, voilà, selon ce qu'on veut faire, ce qu'on veut chercher. Si je suis raide en ischio et puis que je veux chercher de l'amplitude, je ne vais pas faire tout de suite des mouvements lancés. Je vais aller chercher de l'amplitude à la fin des séances, ou sur des séances particulières, ou chez le kiné, mais sur ce qu'on appelle de la souplesse, quoi. C'est pas le même... Une petite anecdote marquée. J'étais aussi l'année dernière sur la Coupe du Monde de marche. Et puis, un 50 km marche féminin, c'est long. C'est très long. Ça dure 5 heures. Je peux vous dire que bon, on se fait chier. Et puis comme j'avais eu des questions, j'avais une question du kiné et une question d'un entraîneur sur les blessures que les marcheurs ont aux ischios. Et moi ça m'a interpellé. Les marcheurs se blessent aux ischios, alors que nous on fait des exercices. Par exemple, l'exercice qu'on a fait au tout début, le déroulé de pied, c'est un exercice de marche pour moi, c'est déroulé de pied, talon pointe, les jambes tendues. Pourquoi on le fait? C'est justement pour éviter les blessures aux ischios. C'est pour s'échauffer les ischios, prendre de l'amplitude petit à petit et aller sur des flexions de pied qui étirent toute la chaîne postérieure. Enfin bref, c'est un exercice qu'on propose pour ne pas se blesser, et les marcheurs qui le font à outrance, ils se blessent. Donc ça m'a interpellé. Et puis j'ai regardé, comment ils s'échauffaient, et puis 2, comment ils marchaient. Alors la phase d'échauffement dont je parlais juste avant là. On descend de l'avion, on va s'installer à l'hôtel, et puis ils font ce qu'ils appellent un décrassage. Et le décrassage, ils partent de l'hôtel en marchant, technique marche. Donc déjà, tout faux. C'est-à-dire qu'ils descendent de l'avion, ils ont passé 6 heures dans l'avion comme ça, puis d'entrée, ils cherchent des mouvements en amplitude même à allure réduite, mais des mouvements d'amplitude sur la chaîne postérieure. Donc, première source de blessure. Et la deuxième, c'est que je les ai vus marcher, nos Français, à part un
le petit Custer. Non, deux. Custer parce que je sais ce qu'il fait à l'entraînement, et puis l'autre qui vient de battre leur corps espoir. Bordier. Gabriel Bordier, qui lui est hyper laxe. Ben, lui il se blesse pas. Les autres se blessent pourquoi? J'ai chronométré, comme je m'emmerdais, j'ai chronométré 10 foulées, enfin 10 foulées de marcheurs. J'ai regardé ce que ça donnait. Ben, sur la plupart tous les Français, sauf Bordier et Custer, marchent moins vite que les étrangers. Ils ont pris des claques ce jour-là, mais ils ont le même rythme, ils ont la même cadence. Donc qu'est-ce qui pêche? L'amplitude. Et pourquoi ça pêche en amplitude? Parce qu'ils sont raides du psoas, et donc à la fin d'une foulée, le psoas il s'insère sur la colonne et sur le fémur. À la fin d'une foulée, si vous êtes raide, faible en psoas, si je veux gagner en amplitude, je cambre, décharge dans le sciatique, et faux problème d'ischio. Donc vous allez chez le kiné, où l'entraîneur dit il se blesse les ischios, il faut que je fasse des ischios. Ben non, il faut gagner en amplitude sur le psoas. Et nous on a le même problème. Nadir, c'est Nadir qui m'a mis aussi sur cette voie-là. Nadir El Fassi se blessait tout le temps aux ischios. Et plus il arrivait en forme, en compétition, plus c'était susceptible de se blesser. D'abord, c'était un feignant en entraînement. Ben non, pas un feignant. Il avait bien les quantités de travail, mais il n'était jamais à fond. Donc il n'habituait pas son corps à être dans la situation de compétition. Et puis, il se blessait sur toutes les fins d'impulsion. Et toutes les fins d'impulsion, pour lui, c'était fin d'impulsion de longueur. Ben, son bassin, il partait parce qu'il était faible là. Et fin d'impulsion de perche, coincé entre le bras inférieur et le truc, il cherchait à pénétrer, boum, c'est le bassin qui fuyait, et problème au ischio. Et à partir du moment où on a mis en place des exercices, et sur le psoas, et sur l'ischio qui fonctionne dans sa fonction de course et d'impulsion, ben il s'est pratiquement plus pété aux ischios. Et certains marcheurs ont déjà commencé à cogiter à ce que je leur ai dit, commencent à s'étirer plus que d'habitude sur le psoas, et a priori ça leur fait du bien. Donc le problème d'ischio, c'est qu'il ne faut pas aller chercher, on en parlait hier aussi, la mode actuelle c'est l'isocinétique, c'est les machines où on équilibre, on va chez les kinés ou chez les scientifiques de l'INSEP là, qui veulent équilibrer entre le quadriceps et les ischios, mais ça n'a pas la même fonction. Donc ça ne sert à rien d'être hyper fort en ischio. Le plus fort en ischio de tous les athlètes français actuels, c'est Jimmy Vico. Le plus fort. Regardez le nombre de fois où il se pète les ischios. Donc ça sert à rien. D'autres questions? C'est la fin qui bloque. Bon, avant la fin, il paraît qu'il y a l'apéro qui traîne par là. Donc, on va se concentrer de ce côté-là et puis après on restera là. Vitesse de concentration. Ça vous donnera le temps de trouver les questions.